30% en 6 mois. Le lithium cesse d'être un détail et devient un centre de gravité. À ce signal de marché s'ajoute une autre donnée mise en regard qui change la lecture. Des réserves confirmées et avec elles, une valeur stratégique qui attire des regards plus pressants qu'avant. Alors, qu'est-ce que cela implique pour la souveraineté au quotidien quand Ibrahim Traoré ferme des accès, durcit les règles et assume un bras de fer avec des intérêts extérieurs? La question n'est plus seulement économique, c'est le pouvoir qui se redessine. Ce récit s'engage sur une promesse claire: aider le lecteur à comprendre pourquoi une série de décisions perçues comme abruptes devient cohérente une fois replacée dans la logique des ressources stratégiques. L'enjeu est simple à formuler, mais lourd de conséquences. Saisir comment des données minières, des choix politiques et des pressions extérieures s'imbriquent pour produire un rapport de force inédit. À ce stade, il ne s'agit pas de juger, mais de suivre un fil précis, depuis les signaux et économiques jusqu'aux effets concrets sur la souveraineté. Ce fil montre comment le Mali cesse progressivement d'être décrit comme périphérique pour apparaître comme un point d'ancrage disputé de la transition énergétique. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'est ni un détail ni une abstraction. Il incarne une ligne politique qui accepte le coût de la confrontation pour préserver un contrôle national. La question suspendue est donc la suivante: ce pari transforme-t-il réellement une crise en opportunité durable, ou prépare-t-il des tensions plus profondes encore? Deux données qui suffisent à reconfigurer la crise malienne: près de 100 000 tonnes de lithium confirmées dès début 2025 et une hausse simultanée de 30% des prix mondiaux en 6 mois. Placés côte à côte, ces chiffres déplacent le Mali d'une périphérie géopolitique vers un nœud énergétique désormais impossible à ignorer. À partir de là, le contexte prend une autre texture. Les mouvements observés au début de 2025, survol inhabituel, présence discrète près des zones minières, proposition de contrats accélérés, cessent d'apparaître comme des incidents isolés. Ils forment un faisceau de signaux faibles annonçant une compétition déjà engagée autour d'un minerai devenu central pour les technologies de stockage d'énergie. Dans les communautés riveraines, des témoignages évoquent des équipes étrangères circulant en petites unités, parfois sous couvert de missions techniques. Ces fragments, rarement mis en récit ensemble, révèlent une pression progressive plutôt qu'un choc soudain. C'est ici que la cohérence stratégique s'éclaire. Les décisions attribuées à Ibrahim Traoré, fermeture des frontières, refonte des règles minières, et la taxation, que c'est exceptionnel, ce ne relève plus d'une réaction impulsive. Elles s'inscrivent dans une chaîne causale dont le point de départ est le basculement du marché du lithium. En verrouillant l'accès et en ralentissant les négociations, l'État cherche à le tempo face à des acteurs déjà en mouvement. Le choix est risqué, mais lisible. Mieux vaut supporter une tension immédiate que perdre un levier structurel.
Dans cette lecture, le Mali n'est pas simplement en train de défendre un territoire. Il tente de redéfinir la valeur politique de ses ressources en reliant économie, sécurité et diplomatie. La montée des prix agit comme un catalyseur, transformant des décisions techniques en actes de souveraineté. Le récit officiel, souvent fragmenté, laisse place à une architecture plus nette, un pays fragile en apparence, mais désormais placé au cœur d'un affrontement structuré. La question ouverte devient alors centrale. Cette reconfiguration est à se déclencher par des chiffres, jusqu'où peut-elle y aller sans rompre l'équilibre interne et régional? Pour saisir comment la transformation s'opère concrètement, il faut quitter les déclarations et suivre ceux qui voient les effets avant qu'ils ne deviennent visibles à l'échelle nationale. Officiers locaux, responsables communautaires et chefs traditionnels décrivent un même phénomène au début de 2025 qu'on y a des droits de 725. Une présence étrangère plus insistante autour des zones minières, souvent fragmentées, rarement revendiquées. Ces acteurs de terrain, éloignés des projecteurs, deviennent des guides essentiels pour comprendre la logique interne des événements. Leurs récits convergent. Dans certaines régions proches des gisements, des survols inhabituels se multiplient, suscitant des alertes locales. Ailleurs, des intermédiaires approchent des communautés avec des propositions d'accès facilité ou de partenariat rapide. Cette démarche, prise isolément, pourrait sembler anecdotique. Reliées entre elles, elles dessinent un resserrement progressif autour des ressources. Les populations concernées comprennent alors que le lithium n'est plus un potentiel abstrait, mais un enjeu immédiat qui attire des intérêts concurrents. C'est dans cet intervalle que les premières décisions politiques produisent des effets mesurables. Le renforcement des contrôles et la mobilisation communautaire modifient les comportements sur le terrain. Les accès deviennent plus surveillés, les négociations plus lentes et la marge de manœuvre des acteurs extérieurs se réduit. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme une figure distante, mais comme le point de convergence d'une stratégie qui se matérialise localement. Ses impacts précoces n'annoncent pas une stabilisation définitive. Ils signalent plutôt un basculement. Les communautés passent du rôle de spectatrices à celui d'actrices, conscientes que la maîtrise des ressources conditionne leur avenir. En clair, la souveraineté commence là où la pression devient visible. Le fil des événements de 2025 s'ouvre sur un déclenchement précis, souvent résumé trop vite. Au printemps, alors que les pressions autour des zones minières se multiplient, l'État malien annonce une taxation exceptionnelle de 20% sur les profits étrangers issus de l'exploitation minière. Présentée comme une mesure technique, cette décision agit en réalité comme un signal politique. Elle indique que l'accès aux ressources ne sera plus découplé de la redistribution nationale. Le message est simple, mais coûteux. Les règles changent, mais nous sommes d'accord. Même si cela implique un bras de fer immédiat. La réaction ne se fait pas attendre. Des entreprises multinationales protestent publiquement, évoquent des suspensions d'activité ou tentent de renégocier des exemptions. Dans le même temps, des démarches plus discrètes se poursuivent sur le terrain, cherchant à préserver des positions acquises. Cette phase d'ajustement marque la montée vers le climax. Le gouvernement, loin d'assouplir sa ligne, maintient le cap. Ce refus de céder transforme une tension économique en confrontation stratégique.
où chaque concession devient un précédent potentiel. À partir de l'été, la situation change d'échelle. Des rapports font état d'incursions limitées de groupes armés étrangers près des zones minières, sous couvert de sécurisation d'intérêts économiques. Ces mouvements, fragmentés mais persistants, déplacent le conflit du registre fiscal vers celui de la sécurité. La réponse de Bamako est progressive: renforcement des contrôles, mobilisation communautaire, coordination accrue des forces locales. Les décisions prises plus tôt prennent alors un sens nouveau. Elles apparaissent non, sont moins comme des mesures isolées que comme les premières briques d'un verrouillage territorial. Le point culminant intervient à l'automne, lorsque la fermeture totale des frontières est annoncée. Perçue à l'extérieur comme une rupture brutale, cette décision est justifiée en interne comme une réponse directe à l'accumulation des menaces. Quelques jours plus tard, une tentative d'intrusion par un groupe de mercenaires, soutenu par une puissance étrangère, est repoussée. L'affrontement est bref, mais symbolique. Il matérialise la transition d'une pression diffuse à une confrontation assumée. Les de la réplique se font sentir immédiatement. Les critiques internationales se durcissent, les sanctions s'accumulent, mais le soutien interne se renforce. Pour une partie de la population, ces événements confirment que la protection des ressources n'est plus abstraite. Ibrahim Traoré émerge alors comme le visage d'une séquence cohérente, où chaque étape répond à la précédente. Le Mali n'apparaît plus comme un terrain passif, mais comme un acteur qui accepte le coût de la résistance. La question qui demeure, à la fin de cette ligne d'événements, est lourde de sens. Jusqu'où cette logique de verrouillage peut-elle aller sans transformer la défense des ressources en isolement durable? Au point de départ, la situation initiale est claire. Le lithium malien occupait une place marginale dans les statistiques mondiales et dans les arbitrages politiques d'Internet. Cette situation change brutalement en 2025, lorsque deux indicateurs évoluent simultanément. D'un côté, les autorités françaises confirment près de 100 000 tonnes de réserves exploitables. De l'autre, la valeur stratégique du minerai augmente de 30% sur les marchés mondiaux en 6 mois. Mis en regard, ces chiffres déplaident la fonction du lithium de ressource potentielle à levier structurant. Autrement dit, ce qui était tolérable hier devient décisif aujourd'hui. Cet écart explique la relecture de ces décisions publiques. La confirmation des réserves ne constitue pas seulement un inventaire géologique, elle transforme les calculs de souveraineté. Avec une telle masse, même relative à l'échelle mondiale, le Mali devient une variable que les chaînes d'approvisionnement de la transition énergétique ne peuvent ignorer. La hausse des prix agit alors comme un multiplicateur. Chaque tonne prend une valeur politique accrue car elle concentre des attentes industrielles, diplomatiques et sécuritaires. Dans ce contexte, ralentir l'accès ou renégocier les conditions revient à intervenir directement sur un flux stratégique. Les effets économiques internes commencent à apparaître rapidement. Une enquête nationale menée au milieu de l'année indique que 60% de la population soutient la ligne dure adoptée par l'État. Ce chiffre
n'exprime pas une adhésion idéologique uniforme, mais une attente pragmatique, voir voir les ressources produire des bénéfices tangibles pour les communautés locales. Cette légitimité sociale réduit le coût politique des mesures restrictives et permet au pouvoir de maintenir sa trajectoire malgré les critiques extérieures. Ibrahim Traoré s'appuie sur ce soutien pour inscrire la contrainte économique dans un récit de protection collective. Un autre effet un autre effet mesurable apparaît aussi dans les mécanismes de redistribution. La création d'un fonds souverain alimenté par les recettes de cette minière marque une rupture avec les circuits antérieurs. Plutôt que de dépendre d'investissements étrangers conditionnels, l'État internalise une partie de la valeur. Les premiers investissements dans les infrastructures et les formations techniques indiquent une tentative de transformation structurelle, même si les volumes restent limités. Le message néanmoins lisible. Les chiffres ne servent pas à payer uniquement à attirer des capitaux, mais à justifier un contrôle partie accru. À l'échelle régionale, ces données produisent un effet miroir. Les voisins observent un pays qui convertit des indicateurs économiques en arguments politiques. La capacité des prix mondiaux, combinée aux réserves confirmées, rend cette posture difficile à ignorer. Elle crée grâce à un précédent où la maîtrise des chiffres devient un outil de négociation, voire de dissuasion. Le Mali ne redéfinit pas seulement son économie, il modifie la grammaire de ses relations extérieures. En définitive, ces preuves quantitatives racontent moins une performance qu'un changement de statut. Le passage de la situation initiale à la nouvelle donne et éclaire la logique d'ensemble des chiffres qui, une fois alignés, rendant la confrontation presque inévitable. La question reste ouverte. Cette conversion des données en pouvoir peut-elle se maintenir sans fragiliser l'équilibre interne à long terme? Les critiques de la stratégie malienne avancent d'abord un argument économique solide. Selon eux, la fermeture des frontières et la taxation exceptionnelle des profits étrangers risquent de décourager durablement les investissements. Dans un pays où les infrastructures restent fragiles, l'accès aux capitaux et aux technologies extérieures est perçu comme indispensable. En se coupant de ces flux, le Mali s'exposerait à un ralentissement de la modernisation, à une dépendance accrue à ses seules capacités internes et à terme à une contraction de la croissance. Cet argument repose sur une logique éprouvée. Sans intégration aux circuits mondiaux, l'exploitation des ressources perd en efficacité. Un second argument, tout aussi cohérent, concerne le risque diplomatique et sécuritaire. Les opposants soulignent que l'isolement progressif du pays peut accentuer les tensions régionales et internationales. La multiplication des sanctions et la détérioration des relations avec certaines puissances pourraient réduire la marge de manœuvre du Mali. Dans cette lecture, la souveraineté affirmée se paie d'une vulnérabilité accrue, car un pays sous pression diplomatique dispose de moins d'options pour stabiliser son environnement. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, les données disponibles invitent à une réponse nuancée. La hausse de 30% des prix mondiaux du lithium et la confirmation de près de 100 000 tonnes de réserves modifient l'équation de départ. Dans un contexte de transition énergétique, la rareté relative et la valeur stratégique du minerai
offrent au Mali un levier que beaucoup de pays comparables ne possèdent pas. Renoncer trop vite à ce levier reviendrait à accepter une asymétrie durable. De plus, le soutien interne mesuré, autour de 60%, suggère que le coût politique de la fermeté reste contenu. Cette légitimité sociale permet d'absorber une partie des chocs économiques à court terme. Enfin, la création d'un fonds souverain indique une tentative de réinvestissement local, cherchant à compenser la baisse des flux extérieurs par une internalisation progressive de la valeur. La réponse n'est donc pas un rejet des arguments critiques, mais un arbitrage. La stratégie malienne privilégie un contrôle accru aujourd'hui pour préserver une capacité de négociation demain. Reste c'est une interrogation centrale. Ce pari peut-il tenir si les pressions extérieures s'intensifient plus vite que les bénéfices internes ne se matérialisent? Au cœur des tensions accumulées depuis le début de 2025, un geste administratif en apparence discret modifie la trajectoire d'ensemble: la création d'un fonds souverain national alimenté directement par les revenus miniers. Annoncée au cœur de l'été, cette décision n'ajoute pas un événement spectaculaire de plus. Elle change la nature même de la stratégie. Jusqu'ici, l'État semblait répondre à des pressions extérieures, c'est-à-dire par des mesures défensives. Avec ce fonds, il introduit une logique d'anticipation. Ce mécanisme internalise une partie de la valeur créée par le lithium et la réoriente vers des priorités nationales. Infrastructures, formation technique, programmes communautaires, la ressource cesse d'être seulement protégée, elle commence à être structurée. Ce déplacement est décisif car il transforme une posture de verrouillage en projet de redistribution mesurable. La confrontation ne vise plus seulement à bloquer des acteurs extérieurs, mais à consolider une base interne capable d'absorber les chocs. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré change de registre. Il n'apparaît plus uniquement comme le symbole d'une résistance face aux pressions internationales, il devient l'architecte d'un dispositif qui lie souveraineté économique et stabilité sociale. Le pari reste risqué, mais il gagne en cohérence. La question se précise alors: ce pivot suffit-il à transformer une crise défensive en trajectoire durable? Ou ne fait-il que déplacer le point de tension? Les effets de la stratégie malienne ne se déploient pas de manière uniforme. Ils se répartissent selon les positions des acteurs concernés, révélant des conséquences distinctes pour quatre groupes électés clés: les institutions étatiques, les entreprises, les populations locales et l'environnement régional. Chacun lit les mêmes décisions à travers un prisme différent, mais tous sont contraints de s'y adapter. Pour l'État malien, la première conséquence est un regain de contrôle. La fermeture, la fermeture des frontières et la réforme du cadre minier réduisent sa dépendance immédiate à des acteurs extérieurs. Cette marge retrouvée permet de redéfinir les priorités budgétaires et de soutenir des mécanismes comme le fonds souverain. Le coût est réel, notamment en termes de sanctions et de tensions diplomatiques, mais le bénéfice est tangible. Une capacité accrue à décider du rythme et des conditions d'exploitation. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne une centralisation assumée de la décision, présentée comme nécessaire pour tenir une ligne cohérente. Pour les entreprises, en particulier les multinationales, le choc est plus abrupt. Les règles fiscales plus strictes
et l'incertitude réglementaire complique entre les projections. Certaines suspendent la en ensemble leurs activités ou cherchent des exemptions. D'autres s'adaptent en explorant des partenariats locaux. Cette phase de réajustement entraîne une baisse initiale des investissements directs étrangers. Toutefois, elle ouvre aussi un espace à des acteurs prêts à opérer dans un cadre plus contraignant où la négociation remplace l'accès automatique. Le marché ne disparaît pas, il change de nature. Du côté des populations locales, les conséquences sont ambivalentes mais visibles. Dans les zones minières, les programmes de formation et les investissements communautaires financés par les recettes internes, commencent à produire des effets. La baisse du chômage observée sur la période alimente l'idée que les ressources peuvent bénéficier directement aux habitants. En parallèle, des tensions émergent autour de la redistribution. Objet, qui reçoit quoi et à quel rythme? La souveraineté ici n'est pas abstraite. Elle se mesure à la capacité de transformer des promesses en améliorations concrètes du quotidien. Enfin, à l'échelle régionale, le Mali modifie les équilibres du Sahel. Le pays voisin observe une stratégie qui rompt avec les modèles d'exploitation traditionnels. Certains y voient un précédent inspirant, d'autres une source potentielle d'instabilité. Les chaînes d'approvisionnement régionales doivent s'ajuster à des frontières plus fermes et à un acteur moins prévisible. Cette reconfiguration crée à la fois des opportunités de coopération et des risques de friction. Pris ensemble, ces effets des cétanes dessinent un tableau contrasté. La stratégie ne produit ni un succès immédiat ni un échec net. Elle redistribue les cartes en imposant des coûts différenciés selon les positions. La question centrale devient alors concrète. Ces conséquences, supportables à court terme, peuvent-elles converger vers un équilibre durable sans raviver des tensions internes ou régionales plus profondes? À moyen terme, l'évolution de la stratégie malienne peut être envisagée à travers trois scénarios distincts. Et aucun n'est certain, mais chacun éclaire une trajectoire possible selon l'intensité des pressions extérieures, et la capacité interne d'adaptation. Ensemble, ils permettent de penser vers l'avenir sans le figer. Dans le scénario de base, la situation se stabilise progressivement. Le Mali maintient un contrôle strict sur ses ressources, tout en ajustant certains mécanismes pour limiter l'asphyxie économique. Le fonds souverain continue d'alimenter des projets ciblés de sanitaire. Et donc ça, ça ciblé, notamment dans les infrastructures et la formation, sans encore transformer profondément la structure productive. Les investissements locaux compensant partiellement le retrait de capitaux étrangers. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues. Cette trajectoire suppose un équilibre délicat, accepter une croissance modérée en échange d'une souveraineté renforcée. Le scénario optimiste repose sur une dynamique régionale. Le Mali parvient à transformer sa posture en levier de coopération, avec des pays voisins confrontés à des enjeux similaires. Des accords régionaux émergent autour du partage d'infrastructures et de la coordination des politiques minières. Le fonds souverain devient un outil de redistribution plus visible
renforçant la légitimité interne. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît comme un acteur capable d'agréger des intérêts régionaux autour d'un modèle de souveraineté des ressources. La pression internationale se diluerait partiellement, remplacée par des négociations plus équilibrées. À l'inverse, le scénario pessimiste envisage une intensification des sanctions et des tensions sécuritaires. L'isolement diplomatique s'accentue, réduisant l'accès aux marchés et aux technologies. Les bénéfices internes tardent à se matérialiser, ce qui fragilise le soutien populaire. Les la tension sociale augmente, notamment autour de la redistribution. Dans ce cas, la stratégie de verrouillage se transforme en contrainte et le coût de la souveraineté devient plus lourd que prévu. Trois scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils rappellent une condition centrale. Si la maîtrise des ressources est un levier, il exige des ajustements constants. La question décisive n'est donc pas de choisir un scénario, mais de savoir si le Mali saura adapter sa trajectoire avant que les contraintes ne se referment. Au-delà des analyses géopolitiques, la trajectoire malienne interpelle directement le lecteur parce qu'elle révèle sur la notion de souveraineté à l'ère des ressources stratégiques. Ce qui se joue n'est pas réservé au cercle du pouvoir. C'est une question qui touche toute société confrontée à la tension entre ouverture économique et contrôle national. Pour les citoyens des pays riches en ressources, l'exemple malien illustre un dilemme familier. Accepter des compromis rapides pour attirer des capitaux ou supporter des coûts immédiats afin de préserver un levier à long terme. La stratégie menée montre que les chiffres ne sont jamais neutres. Une hausse de prix ou une estimation de réserve peut modifier en profondeur les rapports de force à condition d'être traduite en décisions politiques. Cette lecture invite le lecteur à regarder au-delà des discours officiels et à interroger la cohérence entre données économiques et les choix publics. Pour les acteurs économiques, l'histoire rappelle que les environnements d'investissement ne sont pas figés. Les règles peuvent changer lorsque la valeur stratégique d'une ressource augmente. Comprendre ces dynamiques devient un avantage, car cela permet d'anticiper des ruptures plutôt que de les subir. Le Mali offre ici un cas d'école où la négociation remplace l'accès automatique. Enfin, pour les observateurs engagés, cette séquence pose une question plus large. Jusqu'où une société est-elle prête à aller pour défendre la maîtrise de ses ressources? Ibrahim Traoré apparaît comme un symbole de cette interrogation, mais le véritable enjeu dépasse la figure individuelle. Il concerne la capacité collective à transformer une richesse naturelle ayant projet partagé. Ce récit n'apporte pas de réponse définitive. Il fournit plutôt un cadre pour réfléchir, comparer et débattre. La leçon est simple, mais exigeante. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une suite de choix assumés dont les coûts et les bénéfices se révèlent avec le temps. Si la stratégie malienne veut dépasser la posture et s'inscrire dans la durée, elle doit suivre une séquence opérationnelle lisible. La première étape consiste à consolider le cadre institutionnel autour des ressources. Cela implique de stabiliser les règles minières, de clarifier les mécanismes de taxation et de renforcer les capacités administratives chargées à mettre du contrôle. Sans cette base, la fermeté affichée risque de produire de l'arbitraire plutôt que de la souveraineté. La deuxième étape concerne l'allocation des revenus.
Le fonds souverain n'est efficace que s'il repose sur des critères transparents mais mesurables. Définir qui finance quoi, à quel horizon et selon quels indicateurs devient central. Les investissements dans les infrastructures et les formations doivent être priorisés en fonction de leur impact direct sur l'emploi local. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est plus seulement un décideur politique, il devient le garant d'une chaîne de responsabilité qui relie la ressource au bénéfice social. La troisième étape touche à la sécurité et à la cohésion interne. La protection des zones minières ne peut reposer uniquement sur des dispositifs coercitifs. Elle suppose une implication durable des communautés locales intégrées comme partenaires plutôt que comme simples bénéficiaires. Cette approche réduit le risque de tensions internes et renforce la légitimité des mesures de contrôle. Enfin, la quatrième étape se joue à l'extérieur. Le Mali doit transformer la confrontation en négociation sélective. Cela signifie identifier des partenaires capables d'opérer dans un cadre plus exigeant, tout en préservant l'autonomie décisionnelle. La réussite de cette feuille de route dépend d'un équilibre délicat. Avancer assez vite pour produire des résultats visibles sans aller trop vite au point de fragiliser le tissu social et économique d'Assai Kanké. La question finale reste ouverte. Cette trajectoire graduelle peut-elle stabiliser le pari initial ou révélera-t-elle des limites structurelles difficiles à dépasser? Le fil se referme là où il avait discrètement commencé, sur le terrain, au plus près des communautés qui ont senti la pression avant qu'elle ne devienne visible. Dans ces zones minières, les discussions ne portent plus seulement sur des chiffres ou des contrats, mais sur la capacité à décider pour soi. Ce sont les mêmes acteurs locaux évoqués plus tôt qui mesurent aujourd'hui les premiers effets d'un choix assumé entre attentes concrètes et incertitudes persistantes. Le récit national gagne alors en densité. Pendant les décisions prises au sommet ne restent pas abstraites, elles se traduisent en formation, en emploi, espéré, en contrôle plus strict, mais aussi en débat sur la redistribution. La souveraineté cesse d'être un mot lointain. Elle devient une expérience quotidienne, parfois inconfortable, souvent exigeante. Dans ce miroir, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme le point de cristallisation d'un moment collectif où un pays accepte de payer un prix pour reprendre la main. Ce rappel du motif initial éclaire l'ensemble du parcours. La montée des prix et la confirmation des réserves ont déclenché la tension, mais ce sont les choix humains qui lui donnent un sens. Le Mali n'est ni un modèle achevé ni un cas perdu. Il est un processus en cours, porté par des communautés qui observent, jugent et s'ajustent. Et l'idée qui reste est la suivante. La souveraineté se construit dans la durée, pas dans l'instant. Ce qui se joue au Mali ne se limite pas à un contexte national ni à une période précise. La manière dont un pays choisit de protéger ses ressources et d'assumer des coûts immédiats et de négocier sa place dans un système mondial sous tension concerne bien au-delà de ses frontières. Cette trajectoire invite à élargir le regard et à interroger d'autres situations comparables où la valeur stratégique d'un bien redéfinit les équilibres établis. Plutôt que de trancher, ce récit propose un espace de réflexion. Il pose une question simple mais structurante. Comment transformer une richesse naturelle en projet collectif sans sacrifier la stabilité sociale ni l'ouverture à ce que nécessaire au dialogue?
Ibrahim Traoré apparaît d'ici comme un point d'entrée dans ce débat, non comme une réponse définitive. Et l'enjeu dépasse la figure individuelle et touche touche à la capacité des sociétés à décider ensemble de l'usage de leurs leviers. La discussion ne gagne en profondeur que lorsqu'elle est partagée, comparée, nuancée. Confronter les points de vue permet de sortir des récits figés.